Et je vous propose que nous arrêtions cette séance ici. Hmm. Moi je dis que c'est un bon arrêt de séance. Là-dessus, c'est bien le plus bas qu'on a jamais réussi à atteindre. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. Elle était là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit débrief sur Origins, qui est une série de JDR que j'ai commencé avec un groupe de 4 joueurs, Vincent, Axel, Alexandre et Étienne, et qui se déroule donc dans cet univers de fantasy que je crée, à savoir Andaria. Donc on se retrouve ici pour vous donner une petite update à propos d'Azuria. Azuria qui est un projet de JDR collaboratif que j'effectue, qui est en collaboration avec vous, public, étant donné que c'est vous qui au final écrivez le scénario via des questionnaires que vous remplissez. J'ai ajouté une fonctionnalité à ça qui est celle de en fait faire vos propres PNJ. Donc il y a un sous-questionnaire dont je vais link les liens dans la description, également comme je fais pour l'autre aussi, que je vous rappelle que vous pouvez toujours remplir, afin que vos PNJ en fait se retrouvent à l'intérieur du JDR en tant que tel, que vous les croisiez in-game quand les PJ auront à agir avec eux. Donc du coup ça va vous permettre de faire des clins d'œil. Je vais essayer de rester au maximum fidèle à vos idées, bien sachant qu'évidemment je vais être obligé de changer quelques petites choses comme toujours pour que ça colle au lore, etc. Alors, pour vous resituer un petit peu Origins, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, voilà. C'est un JDR, donc un jeu de rôle, réalisé en collaboration avec 4 joueurs et moi qui suis MJ, donc qui dirige l'histoire. Si vous regardez cette vidéo, je pars du principe que vous avez vu les épisodes. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire parce qu'on va un petit peu spoil des éléments. Et ensuite, on aura, bien évidemment, dans une deuxième partie, le retour des joueurs et également quelques commentaires de ma part sur certaines choses que j'ai pu réaliser durant cette série que je n'ai pas fait à d'autres endroits. Origins, du coup, qu'on a lancé en janvier, sur lesquels, pour le moment, 4 ou 5 sessions ont été publiées. Enfin, la 5e est en cours de publication, et donc du coup, la première pseudo-saison, entre guillemets, dans le sens que le découpage n'est pas... est complètement arbitraire, voilà. On est actuellement à la, du coup, 10e session, en tant que telle. Origins, au début, commence dans une cité un peu au sud de Ketera, à environ 900 milliels de là, donc c'est un équivalent d'environ 3000 km, dans une cité qui se fait envahir tout simplement par des démons progressivement. Et donc là, une première confrontation a lieu entre notre équipe de 4 joueurs, ainsi que quelques PNJ qui sont là, et une première pseudo-invasion, une armée avec un fameux Chiron, donc c'est démons dragons entre guillemets, dont je ferai une description dans une autre vidéo un peu plus détaillée parce qu'il y a quelques petites choses qui ont changé sur eux. Toujours est-il qu'ils arrivent à le combattre, ils arrivent à le vaincre avec l'aide des PNJ sur place, et est décidé un repli général de la garnison qui se trouve à cet endroit-là, le point ne pouvant plus être défendu tout simplement. Trop assaillis, ils décident donc de repartir, et là, ils veulent aller à un portail qui était ouvert de manière permanente vers Ketera, et à partir de là, plus rien ne se passe comme prévu. Certains sautent dans le portail, se retrouvent dans une dimension annexe, une dimension entre les plans, où un grand œil les observe. Finalement, ils arrivent à accrocher une ouverture, à s'y glisser, et s'y glissant là, ils tombent dans un monde qui leur est inconnu. Un monde de glace, à l'intérieur du moins c'est ce qu'ils arrivent à déterminer au vu de la température. Ils explorent longuement cette caverne et ils ne trouvent pas d'issue. Ils trouvent des traces de civilisation, mais ils ne trouvent pas d'issue. Ils arrivent à déterminer qu'ils ne sont pas sur leur continent en tant que tel. Ils ne savent pas où ils sont, la température baisse dangereusement, ils n'ont pas de vivres, ils n'ont pas d'eau. Et là apparaît une créature, une éthéréenne, qui vient leur apporter son aide en échange d'un terrible prix. Un œil pour la sortie.
2 yeux sont payés au total lors de cette rencontre, et c'est un point assez important, étant donné qu'un des joueurs, à savoir le personnage joué par Étienne, Rook, décide de donner un œil pour avoir connaissance de son passé. Tandis que de l'autre côté, le personnage d'Axel, Kezak, décide de payer un œil, lui, pour obtenir un moyen de rentrer tout simplement à Ketera, parce que c'était ça qu'il souhaitait. Ce qu'on lui donne simplement, c'est un carnet. Un carnet qui va impacter bien au-delà d'un seul voyage en fait, car il s'agit plus ou moins d'un moyen de faire des portails. Un savoir qui avait été perdu il y a fort longtemps, que Imia avait développé, et ce carnet justement de notes que Kezak retrouve est un carnet qui a été écrit par Imia. C'est le carnet de recherche d'Imia littéralement. Si vous ne voyez pas à qui je fais référence, je vous invite à visionner la vidéo sur le sujet. Il y a une vidéo Histoire d'un héros Imia qui résume globalement son cas et sa situation. Nos héros se retrouvent donc à Ketera après un passage par le cœur de Necronoros, des mers des Eldrazi, où le cœur d'une des créatures de l'éther est suspendu dans une caverne. Être passé également par une forêt oui, où ils n'ont pas été reçus exactement en bons visiteurs, pour aussi également passer par le rêve, qui est un plan annexe qui copie la réalité, du moins du point de vue de l'œil de l'utilisateur, car en fait il n'est pas vraiment cela. Et ils se sont aperçus que pendant leur trajet, leur trajet qui pour eux n'a duré quelques déciles, pour le monde cela a duré en fait 13 années. Et du coup, il s'avère qu'ils ont manqué, au final, l'appel qui les avait fait rentrer vers Ketera à l'origine, étant donné que celui-ci avait eu lieu 13 années auparavant. Ils se retrouvent donc un peu désemparés dans cette ville, et il s'avère qu'un problème de taille vient se présenter à eux. Le Kalaktak, une créature gigantesque, est en train de marcher sur Ketera. Il faut trouver une solution pour l'arrêter, et justement, une solution est trouvée. Ils décident de mettre en œuvre tout un plan qui consiste à aller chercher une partie du cœur de Necronoros qu'ils ont déjà rencontré auparavant pour pouvoir absorber une partie de l'énergie du Kalaktak et donc ainsi l'affaiblir et le rendre entravable. Mais malheureusement, des complications encore se produisent et Arina vient à mourir de la main de Linar, tandis que Sini s'enfuit en courant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous disiez plein, soit des moments marquants, soit des anecdotes, soit des trucs qui vous ont plu, des trucs qui vous ont déplu. Bref, des choses qui vous passent par la tête, des pensées vraiment sur Origins en tant que tel. Et voilà. L'idée, c'est pas me dire oh là là, t'as fait un truc trop bien, ou oh là là, c'est pourri parce que. L'idée, c'est vraiment en mode, bah voilà, on en discute quoi. Bah, de toute façon, si, moi je vais commencer par dire, c'est que mon ascenseur émotionnel de hype est d'une telle puissance. Parce qu'en fait, à la base, j'étais méga hype, je veux dire, sinon je l'aurais pas créé. Sauf que je l'avais hype, enfin, je m'étais hype, mais pour un truc complètement différent que ce qui a été son arc narratif. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'il était censé regagner peu à peu ses souvenirs et son. Quand il l'a redécouvert d'un coup, j'étais un peu dégoûté. Je dis, ouais, putain, en même temps, il aurait réagi comme ça, mais je suis deg. Et puis finalement, au fur et à mesure, en voyant le développement qu'il a eu, eh bien, ça m'a réintéressé. Voilà, moi, c'est le truc qui m'a fait beaucoup rire, enfin entre guillemets rire en off. Autre chose que je retiens globalement de ces sessions qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est leur implication à tous au niveau de l'incarnation de leur personnage. C'est-à-dire que, encore plus que dans les autres JDR, ils n'ont pas non plus renié la confrontation avec d'autres membres du groupe, ils n'ont pas cherché à l'éviter à tout prix, ils ont su la forcer lorsqu'elle était nécessaire, comme par exemple toutes les scènes avec Linar. Ouais, je dirais pour le développement des persos, comme chaque saison de tous les JDR avec Siegfried, la plupart du temps, bah, t'as ce que tu veux, ce que tu penses, et ce qui se passe quand tu te prends le train Siegfried dans la gueule. Genre, t'es bien retourné, t'es en mode, je vais faire un guerrier qui sera là pour tuer des trucs. Pas... Au final, j'ai fait un instructeur de maître d'armes pour une gamine. Ouais, tu me diras, là, c'est pas le train Siegfried, c'est le train portail. Oui. Voilà. Le train portail, le train échec critique, le train tout ce que tu veux, le train du JDR en fait, qui fait que bah littéralement à chaque fois qu'on prévoit des trucs, qu'on s'imagine des choses, ou que même le scénario est créé,
on se le fait retourner, mettre long en large en travers dans le fin fond de l'anus, et on se démerde avec, et bon courage. D'un côté purement technique, en fait, pour les joueurs, justement, pour faire ces développements de personnages dont on parlait juste avant, en fait, j'ai utilisé une petite technique toute simple, que je pense qu'en fait beaucoup de MJ utilisent, mais que, étant donné qu'elle n'est écrite nulle part, je pense que ça doit être de l'implicite, sauf que pour moi ça ne l'était pas. Entre les séances, et à chaque début de séance, j'ai ceci, voilà, ici, avec donc des choses à développer au niveau de leur personnage, en rapport avec leur background ou en rapport avec le scénario en tant que tel, qui sont des points qui vont faire évoluer leur personnage personnellement. Par exemple, là, donc c'était le cas pour la 4e séance, et j'avais marqué que dans le cas de Yoka, donc je devais établir le lien avec le personnage de Solig, plus précisément, autrement dit, faire le lien entre les centres d'expérimentation dont ils étaient issus, et leur faire comprendre de manière implicite que tous les deux venaient de ce même centre. Également, je fais pareil pour des petits points de lore que je souhaite développer dans la séance, je les note et ainsi j'ai une petite feuille de route. Et globalement, quelle que soit la séance et quels que soient les événements qui se passent, j'arrive quand même à trouver un moyen de glisser ces éléments. Je ne travaille plus en fait du tout par phase, mais je travaille plus par moment clé, plus même que par scène clé. Les scènes clés sont issues en fait d'un assemblage de moments clés. Et donc du coup, grâce à ça, je peux caser globalement n'importe où les choses. Bien évidemment, sauf s'il y a parti dans une toute autre direction. Auquel cas, je me prévois une liste de substituts, entre guillemets, qui sont globalement les mêmes choses, mais écrits d'une manière un petit peu différente, et donc du coup que je peux me permettre de glisser comme ceci. Donc par exemple, faire que par l'intermédiaire de Linar, on sache que son père, Kridar, est responsable des centres d'expérimentation dont sont issus Eruk et Erok, et que c'est là la raison de la rupture avec sa mère, et que donc du coup ça je lui ai intégré via un rêve, car je n'ai pas pu glisser un autre élément, et au moment où il a dormi tout simplement, je lui ai fait faire ça, comme ça j'avais quand même développé ce point là, mais je ne l'avais pas développé avec les autres, et avec les autres j'avais tout simplement développé un autre point de leur personnage, de manière toujours à ce que chacun ait son moment où il a son interaction avec son propre personnage, où il renforce la personnalité de celui-ci, ou alors il la fragilise, mais en tout cas qu'il y ait un changement, qu'il y ait des émotions. Je vais vous poser la question directement, savoir si vous l'avez remarqué, que j'ai essayé de mettre beaucoup plus l'accent sur vos personnages en tant que tels, et le développement de ceux-ci, que dans les autres. Genre, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment perçu, ou est-ce que vous l'avez perçu mais juste en tâche de fond? Perso, je l'ai senti comme je l'ai senti bien parce que en fait, je me sentais bien libre, bien dans l'idée d'interpréter le perso, quoi, pas dans l'idée d'essayer d'interpréter par rapport à des réactions de full de gameplay en fait. On avait tellement d'espace pour justement juste être nos persos qu'on n'était pas juste dans l'idée de j'ai fait un échec critique, je dois essayer de contrebalancer ça avec telle action faisable par mon perso, tu vois. On n'était pas là-dessus, on était pas sur ce registre-là, et ça c'était vraiment pas mal. Et sans pour autant gâcher tout le côté, parce que ça du coup, ce qu'on aurait pu un peu avoir sur Oblafaya, mais sans du tout gâcher le côté baston et le côté un peu épique du truc, quoi. Parce que sur Oblafaya, pour le coup, on n'avait pas de côté baston, on n'avait pas de côté ni rien, et puis au final on réagissait beaucoup avec les émotions des personnages, et ce qui nous a conduit au suicide, remarque, donc du coup, c'était tellement dans l'idée que de toute façon on était abattus à bout de tout, et c'est la méga merde. En tant que si on voulait jouer nos personnages de manière réaliste, on finissait comme ça. Là, du coup, en jouant nos personnages de manière réaliste, on finit à des trucs quand même vachement épiques et des trucs qui sont stylés, quoi. Et ça, c'est cool. Au niveau personnel, je me suis beaucoup plus impliqué dans cette série que dans les autres. Quand j'entends par là, je vais dire en termes d'investissement temporel, mais surtout en termes d'investissement émotionnel. J'ai beaucoup plus pris plaisir à faire ce JDR-là que les autres, et je pense que ça se ressent, tout comme les joueurs ont pris beaucoup plus de plaisir à le jouer, et je pense que ça se ressent aussi. Comme ils le disent, ils se sentent considérés en tant que personnage, et non seulement en tant que joueur qui joue un personnage. Et ça, je pense que ça fait une grosse différence. J'ai la chance d'avoir de très bonnes dynamiques de groupe. Pour le coup, ça passe relativement bien. J'ai également
la chance d'avoir réussi en fait à former ce groupe qui est intéressé tout simplement par le lore. Je ne dis pas que les autres joueurs qui ont été amenés à jouer dans les JDR ne le sentent pas, c'est juste que on sent que eux, en fait, comme ça fait de nombreuses années qu'ils sont dans le JDR et que ils en refont un là actuellement avec moi, ils sont tellement à fond dans le lore qu'il y a des choses, je n'ai même plus besoin de les expliquer, ils se les expliquent entre eux. Et en fait, d'être passé d'un stade où je dois absolument tout réexpliquer à chaque fois, à un stade où eux-mêmes sont capables d'apporter des éléments, c'est vraiment une des choses les plus plaisantes que je retiens de ces sessions. Après, en tant que tel, je dirais, si on doit revenir sur tout le scénario, la saison, tout ça, il y a quand même eu vachement de moments bien lourds, quoi. Genre des trucs qui pèsent dans le lore et tout, c'est vraiment des moments pas lourds dans le sens pourri, tu vois. Oui, vraiment, oui, genre des moments vraiment riches, et en même temps des moments fun, quoi. Je me suis ressenti vraiment une ambiance de vieux RPG, un truc beaucoup plus fantasy, beaucoup plus je dirais sympa à vivre, un petit truc communauté de l'anneau et compagnie, quoi. Parce que ok, bon, on vit des moments bien méchants, le moment avec les portails et tout, ça a été dur à vivre parce que Kids. c'est ça a été bien dur à vivre, aussi bien je dirais dans le jeu que même un peu personnellement, parce que derrière tu t'attends à des trucs, tu te dis vas-y on va aller au clash et tout, ça va être grosse baston, et tu te retrouves embarqué dans une aventure où c'est les magiciens qui contrôlent tout et t'es en mode les gars, c'est quand qu'on arrive, on dirait le putain de gamin à l'arrière de la voiture, quoi. Genre, franchement, il y a des moments où j'étais en mode, mais s'il vous plaît, quoi, finissez-en, laissez-moi aller taper des trucs! Et... c'est presque genre, tu vois, si on voulait faire vraiment la métaphore, ça avait, Héros, on arrive quand? Et puis ensuite, tu voyais, t'avais Kezak qui se retrouvait avec des affaires que, bah, je sais pas, demande à ton frère en montrant la ligne, qui a tant voulu s'arrêter à cette foutue heure de 3 heures. Et là, t'as la maman à côté qui essaie de calmer le genre, mais on va arriver, vous inquiétez pas, les enfants, bien sûr, la blague. Rappelez-moi combien d'œils vous avez laissé déjà. Des conneries comme ça, mais derrière, bon, bah ça s'est fait. Et puis, arrivé en ville, le fait qu'il y avait le personnage de Sini déjà, avec rien que le moment où on a grimpé la tour et tout, ça, tu vois, c'est des trucs tout cons, tout fun, mais qui font vraiment partie de bons vieux RPG tout mignons, tout marrants, quoi. Et ça, pour le coup, c'était vraiment très cool, je trouve. Une chose que je ne fais pas assez, par contre, concrètement, c'est satisfaire en fonction des types de joueurs qu'ils sont. Par exemple, je sais que dans le cas d'Yoka, je devrais mettre plus de combats. Le fait est que, de base, je ne mets pas beaucoup de combats dans mes jeux de rôle, c'est peut-être un tort. Et de l'autre côté, le fait est qu'ils ont été dans des situations où je n'avais pas spécialement de raison de les mettre en situation de combat. Donc, il n'a pas eu de combat et ça me dérangeait quelque peu, mais en fait, je le voyais quand même relativement impliqué dans le JDR, donc ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Le fait est qu'en fait, lorsqu'un joueur est impliqué dans un jeu de rôle, ça se sent. On voit qu'il écoute, on voit qu'il fait attention à ce que vous dites, tout simplement parce qu'il va se baser là-dessus pour refaire ses phrases. Il ne va pas vous sortir des monosyllabes, qui vont tout simplement être des fois complètement télescopés. Là, il va vraiment s'intéresser à la chose, et c'est le cas. Que ce soit, je ne sais pas exactement par quoi j'arrive à les maintenir, mais que ce soit par le lore ou que ce soit par les interactions qu'ils ont avec leurs personnages, j'arrive à les maintenir suffisamment dirigés, entre guillemets, malgré le scénario qui, par moment, à mon sens, c'est un petit peu enlisé. Par exemple, durant toute la phase avec Akitera, il y a toute une partie où il n'y a qu'une discussion au final sur le plan à adopter. Mais le fait qu'ils en discutent tous ensemble, globalement, eh bien je ne l'ai pas coupé, je ne les ai pas brusqués là-dessus, parce que je n'y voyais pas l'intérêt, étant donné que tous étaient impliqués, tous allaient de « non mais on ne peut pas faire ça, et s'il faut », et à partir du moment où il y a des arguments et où j'ai à parler un minimum au final, je pense que la séance est au final réussie. Je suis dans ces cas-là plus une sorte de guide qui va donner quelques petites limites, également donner un contexte, donner une histoire, plus que une personne qui va devoir aller tirer les joueurs. Là, c'est les joueurs qui eux-mêmes viennent et discutent entre eux et posent les questions. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement agréable que j'essaie de faire en sorte d'implanter au maximum. Et là, je trouve qu'on est arrivé dans une bonne balance entre je donne beaucoup d'éléments et en même temps, eux arrivent à les interpréter, à les utiliser à leur manière,
et donc du coup en former une histoire par eux-mêmes. Je vous avais annoncé au début quand j'avais dit que je voulais retrouver une ambiance qui soit un peu plus type Arc 1, où Arc 1 c'était justement vraiment cette ambiance de... des fois il y a des actions genre on est d'accord, elles sont pas censées passer, mais on s'en fout. Voilà, parce que juste l'enchaînement des choses et les rapports de puissance sur lesquels on est, ça reste tangible au final. Et en fait, juste ça apporte tellement à l'histoire que plus qu'au Blafaya ou en mode ah bah non, il y a quelque chose qui chope ta jambe et qui te bouffe. J'ai trouvé que les moments, il y avait tellement de moments qui auraient pu être ultra épiques et qui ne l'ont pas été, à certains moments d'échecs, etc. Ça reste toujours un truc où tu te dis putain, c'est chaud quoi. S'il y a eu justement ce qu'ils appellent des couacs vis-à-vis des portails et tout ça, personnellement je l'ai pas du tout ressenti de cette manière. Au contraire, je voyais ça à chaque fois comme une autre opportunité de développer quelque chose. Et là, je dis pas ça, comme souvent on va vous dire, oui, c'est une opportunité, tout ça, et en fait, c'est juste pour masquer une vérité plus sombre. Là, non, c'est vraiment, en fait, je me suis dit, ok, il y a un portail, ils vont aller où? Et à partir de ça, comment est-ce qu'on construit une histoire? Et ça, vraiment, cette mécanique-là, en fait, qui est venue indirectement au final, parce que je voulais juste glisser un élément de lore à la base, et au final c'est devenu une mécanique de jeu, ces portails ils en ont beaucoup joué, et le fait est que oui, ça apporte vraiment quelque chose, parce que quand il y a un échec, je leur fais arriver à un endroit, et donc soit un élément de lore, comme via cet œil rouge justement, sur lequel on va pouvoir bien revenir dessus dans la saison 2, et vous aurez remarqué, petit lien avec l'intro. Donc déjà on a fait le lien avec l'œil, et on a fait le lien avec cette personne qu'on voit dans l'intro, qui n'est autre qu'Imia. Des liens commencent à se faire, et ça permet de développer des choses qui vont être très intéressantes au niveau lore, et donc qui vont beaucoup intéresser les joueurs, et donc potentiellement vous aussi en tant que spectateur. Une chose que vous aurez peut-être remarqué, et que les joueurs commencent à remarquer au fur et à mesure, c'est que en fait, très souvent, je laisse des choses en suspens, ou alors je m'amuse à glisser des petits indices pour certaines choses, comme par exemple c'est le cas avec cet œil rouge, justement. Qu'est-ce que c'est? Là, les joueurs ne le savent pas pour le moment, il n'y a que moi qui le sache. En fait, ils savent plus ou moins quelle créature c'est, mais ils ne m'ont pas encore fait la bonne proposition. Donc du coup, pour le moment, je garde un flou dessus, volontairement, parce que ça va être quelque chose d'assez important niveau lore, d'apporter ça à la compréhension, et ça va arriver dans la saison 2, bientôt même. Donc si jamais ça vous intéresse, si jamais ça vous intrigue, n'hésitez pas à suivre, tout simplement. Mais malgré tout, tu vois, j'ai pas trouvé ça aussi fataliste que dans Oblafaya ou même dans notre JDR. Là pour le coup, on était vraiment, on trouvait le moyen et on réavançait. Alors là, par exemple, c'est con, mais la fin de saison, aussi dure est-elle? Parce que franchement, on paye. Enfin là, même par rapport à toutes les autres fins de saison ou tous les autres trucs, là pour le coup on paye. Parce que c'est pas genre une fin héroïque, c'est rien, il y a rien d'achevé et tout, la menace elle est toujours là, et on a déjà perdu la moitié des effectifs, enfin on est vraiment, on a pris cher quoi. Ouais. Et pour le coup, je le prends pas cher, un peu comme dans les autres où j'étais en mode, ah ouais on a vraiment pris cher et c'est con quoi. Genre c'est pas une bad end, c'est juste, on en est là et on va se démerder avec. Et pour le coup je trouve que ça passe beaucoup mieux, sachant qu'on a quand même réussi pas mal de trucs. Après, malgré tout, on reste, et c'est ça qui est bien aussi, enfin que, à force de jouer au JDR avec toi, je pense, c'est un truc que j'ai appris aussi à digérer, c'est le fait que ouais, ça peut pas être tout mignon, tout gentil quoi, tout le temps. Donc là pour le coup, ça n'a pas été ni mignon ni gentil, mais en même temps, ça n'a pas été d'une difficulté aberrante ou même d'une chiantise aberrante à cause de la difficulté. En fait, je trouve qu'on s'est retrouvé sur un Dark Souls un peu. Genre, où c'est dur mais t'y vas, et quand t'as passé, t'es en mode, frère, 148 morts pour ce boss, mais je l'ai eu, putain. Tu vois, c'est dur, mais c'est faire. Voilà, c'est dur, mais c'est à faire. On l'a mérité, quoi, tu vois, on a carrément. Une petite chose que j'aimerais dire, parce qu'en fait je n'en ai pas du tout parlé, si ce n'est aux joueurs, pourquoi le nom de Origins en fait? Origins en fait, je l'ai choisi ce nom là parce qu'il y a plusieurs raisons. D'une, c'est en quelque sorte un retour aux sources, étant donné que ça se passe juste avant le premier JDR que j'ai fait dans l'univers d'Andaria. En deuxième, Origins, parce que j'ai fait appel à plein de joueurs en fait, d'origines complètement différentes, d'origines d'époques différentes.
mais qui sont tous plus ou moins des choix originels de certains projets. Origins aussi parce que j'ai voulu repartir sur une esthétique beaucoup plus Arc 1 que ce que j'avais fait dans Oblafaya. Et enfin Origins parce que au niveau de lore, ça fixe beaucoup de points qui en fait se resservent tout le temps ensuite. Par exemple le Kalaktak, par exemple les fameuses ces fameuses séries de guerres contre le Kalaktak. Tout un tas de points de lore sur Ymia, sur les portails, sur la magie, globalement. Toutes ces choses qui resservent tout le temps après sont expliquées au final dans ce JDR. Une chose nouvelle par rapport aux anciens JDR, c'est l'utilisation de Virtual Battle Map, donc qui est un logiciel d'édition 3D qui me permet de réaliser en gros mes maps en modèle 3D et qui permet donc de se déplacer dessus, de l'éditer et donc du coup de créer des maps qui soient en vue de 3D et ensuite je n'ai juste qu'à faire une screenshot depuis le dessus pour avoir ma map en tant que telle. L'idée derrière ça, c'est d'avoir des maps qui soient beaucoup plus belles et beaucoup plus personnalisables que les maps par défaut qu'on peut trouver sur Roll20 par exemple, sans avoir tout le temps de dessin des textures comme j'ai eu pendant une période qui me prend beaucoup plus de temps. Et donc là, cette solution intermédiaire, justement, j'ai voulu avoir les retours des joueurs, savoir ce qu'ils en avaient pensé, parce que personnellement, c'est assez long, ça reste assez long à éditer, ça prend quand même plusieurs heures à faire des belles maps. Mais je trouve que ça rend bien, et maintenant on va avoir l'avis des joueurs là-dessus. Autre question que je souhaitais vous poser, c'est au niveau des maps en tant que telles. Le passage à modèle 3D into blablabla mon cul, est-ce que ça vous aide à vous figurer les lieux, ou est-ce que vous pensez qu'il faut que je décrive plus, etc. Voilà, enfin vous voyez le topo. Alors, là sur le coup, j'ai juste un truc à dire, c'est indiquer en fait dans les descriptions aux endroits où il y a des balcons, enfin tu sais des trucs qui s'arrêtent, tout ça, parce que je sais pas si tu te rappelles, première séance, genre on avait suivi un chemin qui était pas du tout le bon, ce genre de choses, et au fait que la vue en dessus pur fait qu'on ne voit pas beaucoup les reliefs. Le reste est justement parfaitement compréhensible dû au fait qu'on a la vue. D'accord. Pour le coup, moi, la vue 3D, je la trouve stylée, franchement, il y a des bons trucs. Oui, moi aussi, clairement. Et puis le fait des éclairages, tout ça, ça rend une ambiance assez sympa. Après, moi, c'est parce que j'aimais bien le côté dessin des anciennes maps, en fait. Enfin, je trouve que c'est vraiment sympa, le côté on va dire un peu à l'arrache, quoi. Token, dessin, compagnie, tous ces trucs-là, c'est très joli et ça a un côté un peu chaleureux. Après, ces trucs-là, du coup, on passe côté-là, mais du coup, ils gagnent clairement en clarté et ça, c'est vraiment sympa. Après, je dirais aussi, on n'a pas eu genre 120 000 maps ni rien, tu vois, genre on n'est pas dans... Même si on a eu beaucoup de maps, hein, et ça pour le coup, c'est vrai qu'on a quand même pas mal voyagé, on n'a pas été sur du surabus de maps ou sur des maps d'une complexité incroyable, avec genre... avec toute une forêt, des forts, un système de grottes et de rivières, enfin c'est des trucs genre chiants quoi. Ouais. Je vous rassure, des maps purement dessinées vont revenir pour le prochain JDR, donc Azuria, où je pense dessiner l'intégralité des maps, pour le coup, dessiner à la main, pour encore une fois changer de style. Et pour le moment, les premiers tests que j'ai fait, donc ça, et ensuite que j'ai numérisé, que j'ai colorié, ça rend relativement bien. Et donc du coup, je pense que ce sera fait comme ça. Donc pour un aspect un peu plus handmade, vous en faites pas, ça y aura. Là, l'idée en fait, c'était juste de faire encore quelque chose de différent. Et en gros, d'avoir cet outil-là en plus à disposition. Mais ce que je voulais avoir vraiment, c'était votre retour en mode, est-ce que c'était bien? Est-ce que ça gênait à la compréhension ou pas, quoi. Enfin voilà. Mais ok, je prends. Moi je trouve ça à peu près even en fait. Ok. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette série vous plaît, parce que à nous, elle plaît beaucoup. On a beaucoup de plaisir à la faire. Moi, j'ai beaucoup de plaisir ensuite à la monter, à repréparer la suite. Tout ça, c'est vraiment motivant de bosser là-dessus. Et donc du coup, je vais vous laisser, mais pas pour très longtemps, étant donné que, tout simplement, la saison 2 arrive très bientôt. Le premier épisode va sortir ce vendredi. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous intéresse de suivre cela. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.